On savait qu'il y avait des personnes avec qui tu prenais pas l'ascenseur quand tu étais une nana, si tu voulais pas risquer de te faire tripoter ou d'avoir pour le moins une réflexion salace et une proposition indécente. Aujourd'hui, dans Donne-moi tout, je reçois un homme que vous n'avez pas pu manquer. Sa voix, son visage a marqué la télévision française dans une émission où il y avait un homme qui s'appelait Sam et qui disait « c'est par là ». Enfin, il disait rien d'ailleurs. Il disait rien, il faisait un geste. Bonjour Sam. Pascal. Bonjour, merci de me recevoir. Moi, j'ai rêvé d'être interviewé par toi. Donc, arrête. Ah, mais si. C'est vrai ? Mais si, à partir. Je suis trop flattée. Non, j'ai découvert avant que j'avais découvert ton podcast, avant que tu me fasses la gentillesse de m'inviter, et j'exagère en disant rêver, mais ça m'a fait très plaisir que tu m'invites parce qu'effectivement, je trouve que tu donnes du temps et tu poses des bonnes questions et on est bien chez toi apparemment. Bah j'espère qu'on est d'après ce que j'en ai vu, donc. Il fait chaud, tu vois, il y a même une petite cheminée. Génial, on est super. Alors, au micro, Pascal Bataille. Pour ceux qui ne se rappellent pas de tout de toi, il y a que la vérité qui compte, cette émission incroyable où il y avait quelqu'un derrière le rideau et l'autre personne qui attendait de savoir qui venait lui dire une vérité. Et à chaque fois, je me demandais, moi, est-ce qu'ils savent pas quand même qui c'est qu'il y a derrière le rideau ? Jamais. Et tu sais qu'on a repris cette émission donc, depuis 3 ans sur C8. Bon, malheureusement, C8 s'interrompt, mais on va sans doute atterrir sur une autre chaîne. Et pas plus aujourd'hui qu'il y a dans les années 2000, quand on faisait cette émission sur TF1, il n'y a eu la moindre triche, le moindre secret qui a été révélé par rapport à l'identité de la personne. C'est-à-dire qu'on a toujours respecté la volonté des gens. Okay, si un jour tu étais venu ou si tu venais un jour dans l'émission comme invité, tu ne saurais absolument pas qui t'invite. Tu pourrais avoir des soupçons, tu pourrais avoir des doutes, mais jamais on ne te confirmerait que c'est ton chéri ou ta maman ou une sœur ou je ne sais quoi, ou une amie avec qui tu es fâché. Et en revanche, si une fois que tu as découvert dans les écrans qui c'est et que ce qui t'a été dit ne te plaît pas, tu décides que ça ne doit pas passer, on met la séquence à la poubelle, et voilà, personne n'est jamais passé dans l'émission sans son consentement, bien sûr. Okay. Et encore à quelques jours, à 3 jours en général de la diffusion, on appelle toutes les personnes qui vont passer en leur disant « ça va passer jeudi soir, est-ce que vous êtes toujours OK pour que ça passe ?» L'émission est produite de telle façon qu'on puisse jusqu'au dernier moment, enlever une séquence et en remettre une à la place. Génial, ok. C'était la seule façon de faire cette émission en respectant vraiment la liberté de chaque humain à revenir, y compris sur une signature. On s'en fiche des signatures sur les contrats. Oui, j'autorise. Ce qui est important, c'est que au moment où ça passe à la télé, la personne soit toujours consentante. Et ça, c'était incontournable pour nous dans la façon de produire l'émission. Oui, parce que vous, le succès qu'a eu cette émission, moi, je trouve qu'il se trouve vraiment dans l'humain que vous aviez tous les deux. C'est-à-dire que parfois, vous pleuriez. Parfois, vous étiez révoltés. Vous viviez ce que vivait la personne qui était surprise. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est les premiers spectateurs dans cette émission, Laurent et moi, et que effectivement, encore aujourd'hui, avec 20 ans de plus, on est toujours surpris. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Puisque par définition, c'est de l'humain, comme tu le dis très bien, et c'est de la matière humaine, des sentiments, de l'affect, c'est pas écrit, c'est pas de la télé-réalité au sens où on emploie faussement ce mot, ou à mauvais escient ce mot de télé-réalité, puisque on le sait, la télé-réalité, elle est scénarisée la plupart du temps. Tout le temps ? Presque tout le temps. Nous, on est... justement, c'est tout le contraire. On a 2 personnes en face à face. Il y a un rituel extrêmement codifié et très précis. Bon, on n'y déroge pas. En revanche, qu'est-ce qui va se passer ? On ne le sait absolument pas. Et du coup, on prend, nous, en pleine face, des bordées d'émotions comme ça, qui sont parfois du rire, jamais contre les gens, mais avec eux, qui sont parfois... C'est compliqué de gérer ça, je trouve. De pas se moquer, de pas
passer de l'autre côté, parce qu'il y a des spectateurs qui vont le faire. Oui, bien sûr. Alors, il y a des téléspectateurs qui regardent l'émission parfois au 2e ou 3e degré, surtout quand c'est des histoires pas très impliquantes, des déclarations d'amour. Bon, il va se prendre il va se prendre une veste, il va se prendre un râteau dans la vie. Un gros râteau, machin. Bon. Mais oui, mais un râteau dans la vie, je le vis mal. Un râteau devant plein de gens. Oui, alors, mais dis-toi bien que si tu prends un râteau et que ça passe dans l'émission. Ouais. C'est que tu as accepté que ça passe, sachant que tu as pris un râteau. Voilà. Okay. Donc, et que, tu sais, on avait à la grande époque de TF1, et même encore plus récemment, des psys qui disaient à leurs patients, pourquoi vous ne feriez pas, sur des problématiques comme ça, c'est-à-dire un non-dit, quelque chose qui n'est pas dit entre deux personnes, la personne n'arrive pas à dire, n'arrive pas à avoir sa réponse. Pourquoi vous ne feriez pas, il n'y a que la vérité qui compte. Parce qu'au moins, dans cette émission, on a une réponse. Ouais. Elle est positive ou pas, mais au moins, on repart avec sa réponse. Et souvent, les gens sont satisfaits de ça, même si le rideau est resté fermé. Le rideau, ça symbolise le non-dit qui est là dans la vraie vie. Donc, au mieux, on repart avec du plus, et au pire, on repart avec une situation qui existait déjà, mais qui, quelque part, est réglée. Oui, des deux côtés, on avance, puisqu'on crève un abcès. C'est l'idée, en tout cas. Donc, il y a eu effectivement cette émission, avec, donc, on en a parlé, il y avait Sam, il y avait Rebecca Hampton, que je ne dise pas de bêtises, qui après était la star de Plus belle la vie. Complètement, bref. Et qui est à nouveau avec nous maintenant. Et qui est à nouveau avec vous, bon, c'est génial. Oui, c'est là qu'on voit aussi que vous étiez une vraie équipe soudée qui s'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas eu de scission. Non, il n'y a pas eu de scission. Et tu sais, même en back-office, on parle rarement de ça, des gens qui sont derrière, qui fabriquent, qui produisent les émissions, qui les préparent. On a retrouvé, quand on a repris l'émission, là, 20 ans après, 3 des piliers de l'émission de l'époque, qui à l'époque étaient des jeunes assistantes de prod, jeunes journalistes qui bossaient avec nous et qui, quand elles ont su que l'émission reprenait, ont absolument voulu revenir la faire et qui sont aujourd'hui donc les bases essentielles de l'émission. C'est rare ça. Hein. Parce qu'on dit souvent, moi j'ai souvent vu qu'une émission avec un effet de bande, avec, en tout cas un groupe, là c'était plutôt, vous étiez un binôme, il y avait Rebecca, donc un trinôme à la limite, avec tout ça. Bon, c'est des années, c'est un moment, c'est quelque chose d'intense, on travaille énormément. Souvent ça peut exploser. Bien sûr. Et vous, c'est pas le cas. Non, mais je pense que ça repose aussi sur la base de cette amitié un peu incroyable entre Laurent et moi, qui date de bien avant le début de notre collaboration professionnelle. On était amis avant de commencer à travailler ensemble, à la fois extrêmement différents et extrêmement complémentaires, même physiquement. Enfin voilà, le logo de Il n'y a pas photo, qui était l'émission qui cartonnait au moins autant qu'il y a que la vérité qui compte, mais qui a moins marqué les esprits parce qu'elle était moins originale, on va dire. Mais le logo, c'était nos 2 silhouettes de dos, avec le rond qui est Laurent, un peu moins grand, et moi un peu dégingandé comme ça. Voilà. Et donc ce binôme, moi, quand je me promène dans la rue, j'entends souvent les gens dire « Regarde, c'est Bataille et Fontaine », mais je suis tout seul. Mais toi, on est imbriqués, personne qui sait qui est Pascal, qui est Laurent, c'est Laurent Bataille ou Pascal Fontaine. Enfin, bon, c'est un peu comme Big Flo Oli. À chaque fois, on se dit qui est Big Flo, qui est Oli. Et c'est un bel exemple d'aujourd'hui, effectivement, parce qu'il y a peu de duos comme ça qui sont en fait tellement complémentaires et tellement fusionnels que finalement, il n'y a plus d'ego de chacun et on ne veut pas revendiquer « Ah, c'est moi Big Flo, c'est moi Oli en permanence, c'est moi Bataille, c'est moi Fontaine ». On s'en fout. Et je pense que ça a déteint dans l'état d'esprit que... alors, on s'engueulait comme un couple, évidemment, mais... Oui, c'est ma question. Il n'y a jamais eu un moment où tu t'es dit « J'en peux plus, je ne peux plus me le voir », où vous avez eu des désaccords profonds. Mais, alors, sur les valeurs de base, non, il n'y avait pas de désaccords profonds. C'est ce qui a fait aussi... voilà, on partageait une même vision globale de la vie, de la façon dont on doit travailler, de la façon dont on se conduire avec les collaborateurs, de la façon dont, enfin, plein de choses, dont on gère l'argent, mais ça c'est compliqué, l'argent dans l'amitié. Oui, écoute, on partage. Quand on fait ce métier à deux, on partage parmi les choses qui sont les plus difficiles à partager, à part l'amour, c'est-à-dire la notoriété, le pouvoir et l'argent. Et c'est des choses qui sont pas faciles à couper en deux. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, avec Laurent, on n'a jamais eu, en presque 30 ans maintenant de collaboration et d'association, le moindre sujet. Après,
c'était pas tous les jours, mais on s'engueulait 3 fois par semaine parce qu'on n'était pas d'accord dans une réunion sur la façon de faire un truc, et que par définition, c'est 2 égos quand même qui existent, qui deux intelligences, deux envies, voilà. Mais on avait cette chance de toujours savoir à quel moment l'autre avait raison, et à un moment de dire bon, en fait, c'est lui qui a raison, ou l'inverse, parce qu'on avait ce profond respect qu'on a toujours aujourd'hui. Peut-être une douceur chez vous deux, non? Oui, je pense très différemment exprimé et extériorisé, mais oui. Oui, lui, il est plus excité. Laurent, c'est le côté rital, effectivement, très expansif, très extériorisé. Moi, comme il le dit souvent, mon côté bordelais. Justement, votre amitié / votre concubinage professionnel s'est fait très longtemps avant Il y a que la vérité qui compte. Vous étiez tous les deux journalistes, vous éditiez, en fait, vous aviez une maison d'édition. Alors, on avait fait plein de choses. On a été journaliste politique, l'un comme l'autre. Après, quand on a travaillé on a commencé à travailler ensemble pour écrire des livres, et on a créé effectivement une petite maison d'édition. Toi, tu as fait une école de journalisme. Moi, j'ai fait une école de journalisme, lui aussi d'ailleurs. Hein. Et on s'est rencontrés dans un concours de jeunes journalistes. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ah oui. Oui, à une bourse de jeunes journalistes qui était organisée par une association de professionnels. Donc, on était tout jeunes journalistes. Moi, il se trouve que j'ai fait partie des 3 gagnants. Donc, je suis monté sur la scène pour recevoir mon prix, etc. Pendant ce temps, Laurent, qui faisait pas partie des gagnants, draguait ma petite copine de l'époque au bar, gentiment. Lui faisait, voilà, ça partait mal. Lui faisait la conversation. Et quand je suis redescendu, elle me dit, bien, tiens, je te présente Laurent. Donc on s'est salué, on s'est rendu compte qu'on habitait à 100 mètres l'un de l'autre dans le 14e arrondissement de Paris, et on est rentré par le même taxi en signant un autographe au chauffeur de taxi. On était un peu pété, hein, avec modération évidemment, mais en lui disant qu'un jour ça vaudrait très cher sur sa fiche de taxi, enfin voilà, et on s'est plus jamais quitté. Donc c'est une voilà. C'est une belle histoire. Ça vaut peut-être 10 balles hein, aujourd'hui, l'autographe de Bataille Fontaine sur eBay, sur un malentendu. Il y a ces années télé c'est une époque. Il y a des hommes qui ont eu des comportements très graves, même inappropriés jusqu'à condamnables. C'était une époque très compliquée, je pense, pour les femmes à certains niveaux et à certains postes. Est-ce que toi, tu as vu des comportements? Est-ce que toi, tu t'es posé des questions sur comment on faisait dans ce milieu-là avec autant les femmes, je dirais, que les stagiaires, les personnes en dessous, où on a pu entendre que des personnes étaient maltraitées dans ce milieu très difficile? Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Je pense que tout dépend d'où tu parles et d'où tu regardes. Ouais. C'est-à-dire que d'un point de vue regardé d'aujourd'hui, je pense que même moi, qui pourtant, j'espère, ai toujours essayé de considérer la femme comme mon égal total et mes collaboratrices a fortiori, mais je pense que même moi, à certains moments, sans doute, parce que les usages étaient ceux-là. Il ne s'agit pas du tout de maltraitance, de harcèlement ou de quoi que ce soit, mais juste parce que il y a des choses qui étaient convenues et acceptées à l'époque et qui, honnêtement, et c'est là un grand débat, ne causaient pas forcément pour autant de grands traumatismes, parce que c'était, par exemple, nous, dans notre équipe, qui était une des équipes où il y avait le moins de turnover de Paris, on avait une 50aine de collaborateurs, il y avait une super ambiance. On parlait souvent de cul, de se raconter des blagues. Ça se fait plus aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Aujourd'hui, donc c'est pour ça que je pense que moi, j'ai eu des comportements qui aujourd'hui pourraient être... qualifiés d'inappropriés. Après, ça, c'est le problème de regarder une époque avec les codes d'une autre époque. Après, dans les codes de mon époque, effectivement, il y avait très clairement des gens qui abusaient de leur pouvoir, mais comme je pense ça existe depuis la préhistoire. Est-ce que tu as l'impression que c'était plus des hommes que des femmes? Oui, alors moi j'ai eu, je ne dirais pas de nom, mais j'ai eu le cas inverse où effectivement moi j'ai eu une femme de pouvoir de la télévision qui un jour m'a fait des avances clairement
en me laissant comprendre que ça pourrait profiter à ma carrière. Mais c'est intéressant que tu le dises. C'est à l'époque où j'étais plus jeune, plus sémillant et plus séduisant. mais c'était évidemment 90% plutôt des hommes qui abusaient de ce pouvoir, ce qu'on a appelé dans d'autres temps ou dans d'autres milieux la promotion canapé. Et il y avait, si tu veux... Mais t'entendais des choses. Et on entendait... Moi, par exemple, on faisait plus qu'entendre. On savait des choses. On savait qu'il y avait des personnes à TF1, par exemple, puisque c'était la chaîne avec laquelle je travaillais plus, même si je produisais pour d'autres, avec qui tu prenais pas l'ascenseur quand tu étais une nana, si tu voulais pas risquer de te faire tripoter ou d'avoir pour le moins une réflexion salace et une proposition indécente, entre guillemets. Et tout ça a été couvert par une sorte de secret, de tabou, etc. Personne... Enfin, voilà, tout le monde couvrait, y compris les grands patrons de l'époque, ces agissements-là. Et certaines femmes, donc, ont subi vraiment des choses totalement inacceptables. Est-ce qu'il faut mettre tout sur le même niveau, si tu veux, les codes d'une époque différente où certaines choses n'étaient pas aussi tabous, ou certaines choses n'étaient peut-être pas aussi, on n'était pas forcément conscient de certaines choses comme on l'est aujourd'hui, et des problématiques de véritable harcèlement, de gens qui te coincent dans leur bureau et qui te demandent clairement une fellation ou de te déshabiller, etc. Enfin, voilà, il ne faut pas tout mettre sur le même niveau. Mais quand je regarde effectivement notre équipe, nos fonctionnements de l'époque, à la lueur des codes d'aujourd'hui, je pense que moi-même, j'ai effectivement parfois, certainement, j'aurais choqué aujourd'hui, tu vois. J'ai dit des choses, j'ai jamais fait, mais j'ai dit des choses mais parce voilà. Tu ne t'en rendais pas compte. Tu ne te posais pas la question. Non, je me posais pas la question. C'était vraiment, c'était convenu. Et honnêtement, je pense que si tu parles. Tu retrouves beaucoup des jeunes femmes qui ont travaillé avec moi, et Dieu sait si je suis encore en contact avec beaucoup d'entre elles aujourd'hui. Je ne pense pas qu'aucune puisse te dire Pascal, un jour, il a été choquant, il a été comment on appelle ça, enfin graveleux, voilà. Et lourd. Ce qui me semble, moi, le vrai sujet, et qui fait qu'aujourd'hui, parfois, il me semble qu'il y a un manque de nuance dans la façon dont on parle, dont on juge ces problématiques et dont on les traite aujourd'hui à la lueur de MeToo, etc., qui sont évidemment des choses essentielles qui se sont passées et qui ont permis de lever le voile sur des comportements inacceptables, sur des abus qui sont honteux, etc. Mais dans cette vague, si tu veux, de libération de la parole, il y a aussi parfois des choses où on ne tient plus compte du fait qu'il y avait de la connivence. C'est-à-dire les blagues de cul, pour parler trivialement, ou les plaisanteries, machin, les filles en faisaient aussi. Et jamais, il y en a une qui est partie en courant, en rougissant, en disant... oui, mais alors ce que je te répondrais à ça, parce que je lis énormément de lectures féministes, je m'ouvre à ce monde-là, parce que je suis, disons, plus vieille que celles qui ont des connaissances aujourd'hui, qui me bluffent complètement et que je vais suivre sur les réseaux sociaux et tout ça. Ce qu'elle répondrait à ça, c'est peut-être qu'il y a effectivement 3 mecs qui vont prendre un tir qu'ils ont peut-être pas mérité contre beaucoup qui l'ont mérité. Donc on est obligé de taper large et de taper fort parce que sinon notre voix n'est pas entendue. Non, mais là je ne défends, je ne cherche à défendre personne, juste à demander un tout petit peu de nuance dans l'analyse et effectivement à dire que on était quand même dans une autre époque et que c'était pas. Enfin, moi si on trouve aujourd'hui une femme qui a travaillé avec Laurent Fontaine et moi pendant nos grandes années de TF1, etc., et qui puisse dire que on a été harceleurs, qu'on a été des gros relous, qu'on a abusé de notre pouvoir pour obtenir des faveurs, etc., j'en serais très étonné. Tu comprends. Donc là, on parle d'engagement. Et toi, quelle surprise! Je savais que tu étais un bon animateur, je savais que tu étais un homme érudit parce que j'avais suivi ta carrière, un grand producteur, un entrepreneur aussi parce que tu as un magnifique hôtel au Cap Ferré. On a essayé de faire avec mon ex-femme qui était ma femme à l'époque et avec qui j'ai fait cet endroit et qui est toujours mon associé et ma meilleure amie. On a essayé d'en faire un truc charmant, voilà, mais c'est pas luxueux non plus et c'est pas la... On va en parler de ton ex-femme et de cette amitié. Ça me fascine comment vous avez réussi à
retourner une relation amoureuse en une grande amitié et je trouve pure, quoi, quelque chose de très sain. Et je l'ai pas dit en début d'épisode aussi, tu as 4 enfants. Tu as 4 fils. 4 garçons. Que des mecs. Okay. Que des mecs. Et ben justement, ça va me permettre une transition. Tes 4 fils, tu t'es hyper engagé. Si on te suit beaucoup, je trouve, sur Facebook, alors là, il n'y a pas de Pascal avec des filtres. Hein. Non. C'est t'y vas, tu dis ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu as des opinions politiques, elles sont tranchées, claires, nettes. Si j'ai bien compris, tes fils ont subi du racisme. C'est arrivé. Voilà, donc ça t'a blessé dans ta chair. Déjà que je pense que tu es très engagé sur ces sujets-là. Là, en plus, on touche à tes fils, donc là, ça passe pas. Tu te tires pas une balle dans le pied au niveau des médias, par exemple? Non. Est-ce que tu es assez puissant pour pouvoir faire ça? C'est pas puissant, c'est... je suis à une période de ma vie, à un âge et à un moment, même si j'espère que j'ai encore de belles années devant moi, où je dois plus rien à personne et j'ai aucune envie de devoir retenir ce que j'ai à dire pour ne pas nuire à tel ou tel projet professionnel, etc. Je suis à une époque de ma vie... C'est un luxe, ça. Oui, c'est un luxe. Je suis totalement libre. Voilà, je suis quelqu'un de libre. Et en même temps, on en parlera peut-être, je publie bientôt un livre sur le silence. Donc, ma parole, j'essaie aussi qu'elle soit économe, mais qu'elle soit, de mon point de vue, un peu pesée et forte. C'est-à-dire, si je publie un truc sur les réseaux sociaux, alors sur Facebook, c'est plus le Pascal engagé dans la politique, etc. Sur Instagram, c'est plus le Pascal engagé pour professionnel et engagé sur des causes qui me tiennent éminemment à cœur, comme la maladie de Charcot. Mais donc, j'essaie de pas mélanger. Mais oui, sur Facebook, je dis ce qui me choque, je dis ce qui me, ce que j'ai sur le cœur. Tu parles de Trump. Je parle des choses qui me semblent aberrantes. T'as une tendance plutôt de gauche? J'ai toujours été effectivement plutôt d'une vraie sensibilité de gauche, tout en étant un entrepreneur et en connaissant la réalité aussi de l'entreprise, puisque tu le disais, j'ai été avec Laurent à la tête d'une société de production qui produisait beaucoup de choses, qui employait beaucoup de gens. J'ai effectivement créé 2 hôtels, j'ai d'autres activités. Je suis un peu multi-entrepreneur parce que j'adore créer, j'adore avoir des projets. Donc je sais ce que c'est que de créer une boîte en France, je sais ce que c'est que d'avoir des salariés, je sais ce que c'est. Tu ferais mieux d'être de droite, quoi. Je pourrais être de droite, mais ça me semble tellement, si tu veux, ces clivages me semblent tellement artificiels parfois. Ouais. Je pense qu'on peut être un chef d'entreprise avec une vraie sensibilité sociale. Je pense qu'on peut penser au bien-être des salariés sans pour autant considérer que le profit c'est sale, parce que le profit ça peut aussi servir justement à créer d'autres emplois, à faire du caritatif, à générer des choses tout à fait bénéfiques. Donc il faut arrêter d'être dans le manichéisme et puis je pense que si on était un peu moins au niveau politique en France notamment, on se porterait tous mieux. Donc oui, j'ai une vraie fibre de gauche, humaniste. Oui, je suis révolté par beaucoup de choses. Oui, je trouve que notre monde marche sur la tête avec un type comme Trump et sa marionnette. Je sais pas qui est la marionnette de l'autre d'ailleurs. Oui. C'est plutôt l'inverse. Elon Musk à côté, tu vois. Et oui, je suis évidemment plus que révolté et horrifié par ce qui s'est passé le 7 octobre, mais je ne me gêne pas pour dire aussi que je suis horrifié et sans mettre les choses sur le même plan. Je pense qu'on doit pouvoir être dans la nuance et pouvoir à la fois être horrifié par les massacres du Hamas et horrifié par ce qui se passe à Gaza et le fait que des milliers et des milliers de femmes, de civils, d'enfants, etc. soient depuis des mois martyrisés sous les bombes. Ça, t'en as énormément parlé sur tes réseaux. Oui, j'ai senti que tu étais bouleversé. Oui, tout à fait. Mais on doit tous l'être, non ? Je pense qu'on devrait tous l'être et je pense qu'on devrait surtout arrêter de s'abriter derrière des postures communautaristes qui ne font que créer du schisme et de la fracture, là où en fait l'humain
quel humain peut défendre ce qui s'est passé le 7 octobre? Quelle personne avec un minimum de cœur peut dire il y avait la moindre once de légitimité à ça? Mais quel humain peut aussi supporter de voir jour après jour les civils, les enfants et les femmes de Gaza massacrés à longueur de journée. Et c'est pas ni être antisémite, ni être islamophobe, ni être d'être révolté juste par des choses qui sont inacceptables et révoltantes, ou ce qui se passe en Ukraine, ou effectivement les mesures que prend Trump à longueur de journée depuis qu'il a prêté serment. Est-ce que tu t'es fait des ennemis? Est-ce que déjà tu as reçu de la haine sur tes réseaux sociaux? Oui, bien sûr, je reçois de la haine. Je suis traité très clairement d'antisémite à peu près 5 fois par jour, parce qu'effectivement, je dis clairement que en ce moment que je suis choqué par ce qui se passe à Gaza, mais pour moi, c'est pas être antisémite. Jamais, à un seul moment, je n'ai mis en cause une personne parce qu'elle était juive. Et pour moi, ça n'a rien à voir de critiquer la politique d'un État, et notamment avec à sa tête quelqu'un qu'on connaît comme étant plutôt un faucon ou un vrai d'ailleurs, en l'occurrence un vrai con, mais de mon point de vue, mais un belliciste, etc., et plutôt de droite extrême. Et critiquer un peuple ou une religion. Où est le rapport? Je veux dire, si c'était des musulmans qui faisaient la même chose, j'aurais les mêmes critiques. Donc, mais je me fais traiter d'antisémite, je me fais traiter de LFiste, parce que maintenant c'est pareil, LFiste égale antisémite. Je suis tout sauf LFiste, je supporte pas Monsieur Mélenchon et son radicalisme et la façon dont il essaie de mettre le bazar dans la politique française. Mais néanmoins, je suis traité d'LFiste à longueur de journée, c'est pas grave. C'est toujours ce manque de nuances qu'on a aujourd'hui, où les réseaux sociaux jouent leur rôle, malheureusement, parce que tu ne penses plus dans le détail, tu dois faire des punchlines. Tu vois, une émission politique célèbre de la plus grosse chaîne aujourd'hui d'info française, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Punchline, t'as tout dit. C'est-à-dire que si tu baptises ton émission en l'appelant punchline, on sait clairement ce que tu cherches, quoi. Tu cherches pas la finesse de l'analyse, tu cherches juste la petite phrase qui va être reprise. C'est l'un des drames de notre société aujourd'hui, c'est de plus savoir réfléchir déjà dans l'écoute de l'autre, dans la nuance et dans le respect. Espérons que ça reviendra un petit peu. Tu t'es fâché avec des personnes autour de toi ou non? Moi, j'aime pas me fâcher. On te l'a reproché? Il m'arrive d'avoir des débats. Avec Laurent, par exemple. Alors, avec Laurent, on s'est fâché à une époque, mais on s'est fâché une fois vraiment dans notre vie, où on s'est pas parlé pendant 2 ans et demi. C'était en 2017, au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, Laurent a été assez, il est toujours d'ailleurs, séduit et emballé par le personnage, par ce qu'il représentait, son côté brillant, etc. Il était convaincu qu'il allait vraiment apporter quelque chose à notre pays, ce jeune président. Et moi, je ne sais pas pourquoi, dès le début, et avant même qu'il soit élu, il m'a pas du tout inspiré confiance. Et le jour où il a fait son tour d'honneur dans la cour du Louvre, comme si c'était Napoléon en personne qui allait repérer les pyramides, là, ça m'a tout de suite convaincu qu'on était mal barré. Voilà. Et en fait, j'ai reproché à Laurent, de façon un peu véhémente, alors qu'on a plutôt la même sensibilité politique de base, de se vendre un peu au nouvel arrivant. Il l'a évidemment et sans doute légitimement mal pris, parce que j'avais sous-entendu qu'il était pas forcément honnête dans son engagement, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, on s'est fâché à cause de ça. On s'est pas parlé pendant 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'un de nos amis ait la bonne idée de nous réconcilier. Voilà. C'est fou comme la politique, ça peut diviser, même dans les familles. Oui. C'est très triste, je trouve. Mais parce que, encore une fois, on ne sait pas mettre un tout petit peu de nuance. On revient à ce mot. Et d'écoute. C'est-à-dire que ce que je te disais tout à l'heure, quand Laurent et moi, dans des réunions, parfois on s'engueulait, mais
en fait, on avait ce respect mutuel qui faisait qu'il y en avait toujours un des deux à un moment qui disait, mais en fait, mais il a raison, en fait. Ouais. Et c'était, il faut savoir lâcher. Et c'était pas toujours, effectivement, le même, parce que si c'est toujours le même, ça marche pas. C'est chiant. mais voilà. Et c'est comme ça qu'on progressait. Aujourd'hui, on ne s'écoute plus, on ne se laisse plus le temps de... là, j'ai participé ce matin à un débat sur Sud Radio où il y a quelqu'un, un musulman extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, qui a expliqué, c'est la première fois que je vois ça depuis bien longtemps, en 3-4 minutes, bon, on lui a laissé le temps, ce que c'était vraiment que le voile, et en quoi, que ce soit à l'extrême droite ou que ce soit les intégristes qui obligent les femmes à porter le voile, étaient mais totalement à l'ouest, parce qu'ils n'avaient rien compris à ce qu'était le voile. Bon. Si on nous apprenait ça un peu plus à l'école, soit pour le voile ou pour 1000 autres choses, si on essayait de comprendre avant de prendre des positions, je pense qu'on se taperait moins sur la figure, que ce soit au niveau microcosmique de notre pays ou au niveau de la planète. Ben, mon père me disait souvent, le nivellement par le bas permet de contrôler les populations. Oui, il avait tout à fait raison. Moi, en ce moment, je crois à une chose fondamentale, c'est le rôle de l'école. Les parents, évidemment, mais je pense que l'école a un rôle incroyablement nécessaire et important dans la formation des futurs adultes, et que depuis malheureusement un certain nombre d'années, ce rôle est abandonné pour une part, ou en tout cas sur certains points. Mais j'ai une autre marotte depuis quelque temps. Je pense qu'on devrait obliger, gentiment, on devrait faire des plages dans les cours dès le primaire, où on regarde des films et où on lit des livres de science-fiction. Okay. Mais tout simplement parce que, cite-moi une chose qui a été imaginée par un auteur de science-fiction qui ne soit pas déjà ou en train de se réaliser, ou dont tu puisses pas déjà saisir un peu les prémices et l'arrivée un de ces jours. Ouais. Alors, ne parlons pas de ce qu'on peut imaginer très vite avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et je pense que... On peut faire de belles choses aussi. Mais bien sûr, il ne s'agit pas uniquement que de prévoir des catastrophes et des drames. Il s'agit juste de se dire qu'en fait, on a l'impression parfois que l'homme lance en permanence des choses sans se demander ce que ça va donner. Alors qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ça, qui les ont même imaginé, voire deviné d'une façon, comment Jules Verne a pensé aux sous-marins, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, il avait ce don-là et ce talent-là. Et que si on lisait un peu en amont et de façon un peu réfléchie, et relisons encore et encore 1984 d'Orwell ou Le meilleur des mondes de Huxley, parce que on est quand même en train d'y arriver sur pas mal de points. Et mettons-nous nous-mêmes en garde des mauvais usages des outils formidables qu'on sait créer, que notre intelligence incroyable sait créer, mais dont malheureusement on fait tellement mauvais usage souvent. Voilà. Et l'intelligence artificielle en est un merveilleux exemple. C'est sûr. Ça permet Moi, ça me fascine, par exemple, ChatGPT. Je suis aussi fascinée qu'embêtée. Bien sûr. C'est-à-dire que parfois, je me dis, mais en fait, je ne réfléchis plus par moi-même. Je réfléchis avec des données d'autres personnes qui se rassemblent dans un... Donc là, j'ai, par exemple, mes conducteurs d'émissions. Quand je fais des recherches sur mes invités, je ne passe pas par ChatGPT, sauf pour reconstituer mon texte et me remettre un peu les idées en place. Mais même là, je me dis, ce travail-là, je le faisais avant. Je me servais beaucoup plus de mon cerveau, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Alors, mais ça me permet de faire autre chose aussi. Ça permet de faire autre chose. Et comme tout outil, ça peut être superbement utilisé et ça peut effectivement aboutir à ce que tu réfléchisses plus, à ce que tu te poses plus de questions, à ce que tu recraches un discours déjà convenu. Et voilà, donc c'est toute la problématique et je pense qu'une des bonnes façons, encore une fois, de se prémunir contre les mauvais usages de ce qu'on invente, c'est de regarder des films de gens ou de lire des livres de gens qui ont imaginé déjà ça et qui nous mettent quand même, qui nous ont mis en garde. Ouais, et il y a tellement de choses déjà qui se réalisent. C'est intéressant que tu le dises. Et il faut vraiment
inciter les plus jeunes, les plus âgés d'ailleurs, à les lire. Quand on voit, pardon, juste en 30 secondes, Trump qui vient effectivement de supprimer du cahier des charges de l'intelligence artificielle, le fait que ça puisse être utilisé pour faire pour des armes et sur les champs de bataille, on est sans faire du tout sans tomber dans le complotisme et la folie, mais on n'est pas loin effectivement des robots guerriers mais parfois en fait il y a une limite très fine entre le complotiste et l'anticipation qui peut être vraiment catastrophique. Et là, tu sais, ça aussi, tout ça, c'est des adjectifs qu'on te met, qui sont tellement vidés de leur sens qu'on les sort à tout va. Alors évidemment que le complotisme, c'est totalement non seulement stérile, mais dangereux, etc. Et continuer de prétendre que la Terre est plate ou que Armstrong n'a jamais, l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune. C'est Walt Disney quand même, Pascal. Oui, on sait que c'était le décor avec le drapeau, machin. Mais bon, entre ça et quand même continuer à se poser des questions et ne pas forcément accepter le discours convenu et le politiquement correct comme si c'était une parole d'évangile et qu'il y a une marge. Or, aujourd'hui, dès que tu poses certaines questions, tu es très vite classé comme complotiste. Bien sûr. Moi, j'ai un maître absolu en philosophie, c'est Descartes, c'est le doute. Voilà, moi, jamais je ne crois pas à un truc parce qu'on me le dit. Je vais m'interroger, essayer de chercher, trouver les sources et mettre en cause non pas parce que je suis paranoïaque, mais juste parce que j'ai pas envie qu'on me bourre le cerveau de choses fausses. Et Dieu sait si aujourd'hui, avec là encore l'IA, on peut en plus fabriquer de la fake news en permanence. Et ouais, l'IA et les algorithmes sur les réseaux sociaux qui nous proposent exactement ce qu'on veut recevoir, etc. Tout le monde t'en parle parce que je crois que c'était en fin d'année 2024. Oui. Sur tes réseaux sociaux, tu dis coucou, j'ai un cancer du poumon. Oui. Donc là, tout le monde fait parce que les gens, quand on dit cancer, Et toi, t'es plutôt dans non, mais là, c'est la bagarre là. Moi, je me bats, j'y vais. Donc tu t'es fait opérer. Il y avait moyen d'opérer parce que faut le dire, il y a des gens, il y a plus cette possibilité là. Et comment tu vas ? Alors, merci de poser la question. Je vais bien, aussi bien que faire se peut dans les circonstances, effectivement, qui sont pas toujours roses d'un cancer du poumon, tu le sais bien. J'ai d'abord eu un traitement avant l'opération avec, comme me le disait le médecin, la formidable médecin femme qui me suit, oncologue, comme elle me le disait pas plus tard qu'hier, puisque j'avais un rendez-vous de bilan avec elle. Elle me dit, vous avez la chance, et j'en suis bien conscient, d'avoir votre cancer en 2024-2025, alors qu'il y a des nouveaux traitements qui sont apparus en France depuis à peine plus d'un an, avec de l'immunothérapie, la chimiothérapie, on ne va pas rentrer dans des détails techniques, mais qui ont fait des progrès exceptionnels. C'est intéressant. Oui. Ce détail-là, c'est la chimio, ça tue le cancer, voilà, si on veut, mais ça tue aussi 1000 trucs de ton corps. Et l'immunothérapie booste ton système immunitaire en même temps, etc. Et les deux combinés, notamment sur certains cancers et notamment sur le cancer du poumon, donnent depuis quelque temps des résultats de meilleur en meilleur. Donc j'ai d'abord eu ce traitement-là à l'automne, et puis j'ai été opéré il y a 3 semaines exactement. On m'a enlevé un morceau de poumon. Ce qui est hallucinant, c'est les progrès de la médecine. Je suis là. Non, en fait, c'est mon IA. Non, mais attends, t'es là, je veux dire, hyper en forme. Oui. Parce que 3 semaines, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Ils m'ont trouvé tellement désagréable qu'ils m'ont mis à la porte au bout de 4 jours. J'ai été opéré le mercredi à 14h. Le samedi à 14h, j'étais, après 6 heures d'opération quand même et d'anesthésie, ils m'ont dit, monsieur Bataille, vous pouvez rentrer chez vous, ça va. Donc c'est incroyable ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. J'ai encore des douleurs, évidemment. Et, de la fatigue De la fatigue, oui, parce que le traitement, déjà, est extrêmement fatigant. L'opération n'est pas anodine et tout ça, on n'en sort pas totalement indemne. Mais je vais remarquablement bien. Et encore une fois, je fais de la rééducation pour respirer, pour retrouver ma capacité respiratoire. Mais j'ai une chance dingue parce que il y a 10 ans, on te disait... t'as un cancer du poumon sous la forme du tien. Et d'ailleurs, au début, au moins, on m'a dit, c'est pas opérable. Donc, au début, on m'a dit, votre cancer est pas opérable.
Le médecin qui m'a dit ça, à qui j'en veux absolument pas, était moins informé, moins formé que, heureusement, les équipes formidables qui ont traité à Paris. Ouais, mais tu vois, ça me fait quand même dire qu'il y a deux mondes, enfin qu'il y a plusieurs mondes. Oui, il y a deux mondes, mais ça va tellement, c'est un peu la conséquence de ce qu'on se disait il y a quelques secondes, ça va tellement vite les progrès que des médecins qui ont été formés... donc des personnes sont moins bien soignées en France que d'autres. Il y a des endroits où malheureusement tu es moins bien soigné et j'ai eu la chance, mais heureusement c'est pas parce que je m'appelle Pascal Bataille, mais j'ai eu la chance moi d'être... parce que Madame Michu était à côté de moi en salle de chimio et heureusement pour elle, parce que l'inverse serait inacceptable, elle avait le même traitement que moi et voilà, tu vois. Mais j'ai eu la chance de bénéficier de ces nouveaux protocoles qui donnent des résultats fabuleux, à tel point que je suis même un cas d'école, puisque bon, c'est ce que m'a dit le chirurgien qui m'a opéré, qui est un grand ponte, que je remercie encore une fois de m'avoir si bien opéré. C'est la première fois, apparemment, dans l'histoire du cancer du poumon, qu'on enlève moins de poumons au final, au moment de l'opération, qu'on avait prévu de le faire au moment du diagnostic. Jusqu'à présent, si tu veux, quel que soit le résultat du traitement, on enlevait le maximum de poumons. Et là, le traitement a tellement été efficace qu'on a réussi à me sauver plus d'une moitié du poumon qu'on devait normalement, alors qu'on devait m'enlever tout le poumon au départ. Donc ça, c'est merci la science, merci la recherche, merci les médecins qui passent des journées et des journées à travailler, qu'on ne célèbre jamais assez, alors que nous, on nous met les animateurs télé ou les sportifs ou les chanteurs en une des magazines tous les jours. Et je pense que là aussi, il y a quand même quelque chose qui marche un peu sur la tête dans notre monde, parce que les gens qu'on devrait mettre en une des magazines à longueur de temps, c'est ces gens qui sauvent des vies tous les jours. Les infirmiers aussi, les infirmières, malheureusement, tous ces gens qui sont derrière et qui font un travail merveilleux. Moi, je l'ai vu avec mon papa à l'hôpital. Je me disais, mais là, elle est là depuis 7h du matin à nettoyer toutes les chambres, et en même temps, elle sourit et elle est de bonne humeur et elle est mal payée, quoi. Oui, et avec des horaires de fou, effectivement, avec des choses qu'elle voit au quotidien. Ils le disent tous, ils disent, je fais ça par passion, je fais pas ça pour l'argent. Ah, ben ça, il vaut mieux, parce que elle serait... Mais avec en plus cette dans certains services, en tout cas, cette fréquentation au quotidien de la mort, etc. Ouais. Donc, voilà, il faut les mettre... Et c'est pour ça aussi que j'ai communiqué, puisque tu le disais. Pourquoi C'était pas du tout pour me faire plaindre, parce que, encore une fois, c'est pas mon tempérament. J'ai communiqué parce que, comme la parole des gens un peu connus, parfois porte plus haut et plus fort que celle des anonymes, je me suis dit qu'il fallait que je témoigne sur plusieurs choses. D'abord, sur le fait que y en a marre de considérer que le cancer est une maladie honteuse et que c'est pas un tabou, et qu'il y en a marre de parler des longues maladies et je ne sais quoi, alors que voilà, ça a un nom, c'est un cancer. J'ai un cancer du sein, j'ai un cancer du poumon, j'ai un cancer de la prostate ou je ne sais quoi. J'ai un cancer. Ça me fait pas de moi un lépreux qui est plus fréquentable parce qu'on va attraper quelque chose. Bon, il faut arrêter aussi que les gens qui ont un cancer et qui ont de plus en plus de chances de s'en sortir ne puissent plus être considérés comme les autres au travail, ne puissent plus être considérés comme les autres par les assurances, par les banques, etc. Il y a un moment où il faut lever tous ces tabous-là. Et puis, je m'en suis beaucoup servi aussi parce que il y a 10 ans, mon cancer, il était à 80 ou 90% mortel dans les 3 ans, on va dire. D'accord. Aujourd'hui, on les soigne de mieux en mieux et on en survit de plus en plus. Et moi, tu le sais, je suis très investi sur la lutte pour la recherche sur la maladie de Charcot. Pourquoi cet investissement sur cette maladie-là ? Pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai plusieurs proches qui successivement en ont été atteints, et dont mon amie Lorraine que je côtoie et avec laquelle je fais énormément de choses depuis 2 ans, qui a 37 ans et qui a été diagnostiquée il y a 2 ans et demi alors qu'elle avait à peine 35 ans. Et voilà, et qu'elle avait la vie devant elle, et tu sais que Charcot, c'est 3 à 5 ans d'espérance de vie en moyenne, c'est une dégénérescence terrible de ton organisme, tu finis enfermé dans ton corps, etc. Et c'est une des maladies les plus cruelles, sinon la plus cruelle qui soit. Et donc c'est pour ces 2 raisons. D'abord parce que je considère qu'en
D'abord parce que j'étais concerné dans ma chair, voilà, par ses proches. Et deuxièmement, parce que tu parlais du Pascal révolté. Moi, ça me révolte qu'en 2025, avec tout ce qu'on sait faire, on puisse encore dire qu'une maladie est incurable. Et pourquoi elle est incurable, faut le dire clairement, c'est parce que on file pas assez de pognon aux chercheurs. Pourquoi on file pas assez de pognon aux chercheurs? Parce que c'est pas intéressant pour les laboratoires d'investir dans une maladie dont les malades meurent au bout de 3 à 5 ans. C'est beaucoup plus intéressant de soigner des diabétiques pendant 35 ou 50 ans qui vont acheter des médicaments toutes les semaines. Tu vois, des gens qui vont mourir dans 3 ans, qu'est-ce qu'on en a à faire? Eh ben, faut arrêter avec ça. Il faut donner de l'argent pour la recherche sur la maladie de Charcot. Il y a des gens géniaux qui recherchent. J'ai la chance, l'honneur de les côtoyer, ces chercheurs, ces médecins, etc., très régulièrement via l'ARSLA, qui est l'association sur la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Ces gens-là, ils sont à 2 doigts de trouver des trucs capitaux pour au moins arriver à retarder les échéances et peut-être très certainement un jour prochain guérir cette maladie dont on ne sait aujourd'hui vraiment pas grand-chose. Ce qui nous sépare aujourd'hui de la solution, c'est des centaines de milliers d'euros qu'il faudrait donner en plus chaque année dans tous les pays pour ça. C'est uniquement ça. Et donc, moi, dire... C'est terrible de se dire ça. Mais c'est terrible de se dire ça, c'est révoltant. Donc, et quand tu vois une fille comme Lorraine qui a 35 ans et qu'on lui dit t'as 3 à 5 ans à vivre et petit à petit tu vas perdre l'usage de tes membres et être enfermé dans ton corps et mourir asphyxié parce que tes poumons ne fonctionneront plus, c'est pas admissible. Aujourd'hui, on est en 2025, il y a un fou furieux qui veut envoyer des gens sur Mars et on se préoccupe pas d'essayer de soigner des maladies comme ça. Non, c'est pas ça. On n'a pas le droit de faire ça. Et donc, dire aux gens, regardez les progrès qu'on a fait sur le cancer grâce à vous, parce que depuis des années, vous donnez pour le cancer, vous donnez à toutes ces associations qui se battent, etc. Ou regardez les progrès qu'on a fait via le Téléthon pour certaines myopathies, etc., qu'on arrive aujourd'hui à traiter, et c'est génial, etc. Eh ben, on doit faire la même chose sur la SLA. Voilà pourquoi j'ai communiqué. Je comprends. Donc, tu as communiqué pour ça. La maladie, donc, comme tu le dis, elle a fait partie de ta vie là, depuis quelques années, parce que tu tombes malade. Ton ex-femme a eu un cancer du sein. Oui. Donc, tes enfants ont eu 2 parents malades consécutivement. Oui. Je pense que c'est très dur pour eux, là. Un peu double peine. Oui, comment vous gérez ça en famille? Écoute... comme on peut, je vais dire, mais ils ont tous été extraordinaires. Moi, je pense que je me devais... je me suis rendu compte, a posteriori, là, à quelques jours après mon opération, quand ils ont vu que j'avais bien subi cette opération, qui est quand même pas tout à fait anodine, et que je réagissais bien, etc., ils ont laissé un peu aller les choses. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient été beaucoup plus inquiets depuis septembre, date de mon diagnostic, que moi-même, je ne l'avais été pour moi. Mais t'es dedans, toi, non? Oui, moi, j'étais dans mon combat. Eux, ils m'ont formidablement soutenu. Mais je pense qu'ils étaient effectivement encore plus rongés par l'inquiétude, enfin, bien plus rongés par l'inquiétude que moi. Mais, et ça m'a fait réaliser aussi quelque chose. J'aimerais le dire ici, si tu le permets, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de chance dans toute cette histoire jusqu'à présent, et entre autres, celle d'avoir un entourage hyper présent, y compris cette ex-femme qui est ma meilleure amie. J'ai côtoyé dans ces séances de chimiothérapie que j'ai faites avec tout le monde et pas dans la petite salle VIP qu'on me proposait parce que je comprenais pas pourquoi je l'aurais pas faite avec les autres. Et j'ai pu échanger un petit peu avec ces personnes qui vivaient ces moments pas drôles elles aussi, pardon. Et à quel point certaines étaient seules et allaient partir de l'hôpital là en même temps que moi, quelques heures après. Rentrer chez elle dans un appartement. Je vais pas faire de misérabilisme. Peut-être que l'appartement était magnifique et de 300 mètres carrés, peu importe. Mais juste, elles allaient rentrer, elles allaient être seules. Personne n'allait les attendre, les aider à préparer leur dîner, leur dire est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose, leur passer un coup de fil pour prendre de leurs nouvelles, etc. Et moi, j'ai eu des ondes de bienveillance et en plus, à partir du moment où j'ai communiqué, j'avais sous-estimé ça, les réseaux sociaux, les gens qui m'ont... qui sont venus remplis d'amour et tout, et c'est merci, c'était merveilleux. C'est pas ce que je cherchais, mais c'était merveilleux. Ouais, mais ça m'a fait
prendre conscience à quel point moi j'étais privilégié et à quel point il y a tellement de gens qui sont seuls dans la souffrance et la maladie. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on devrait plus prendre en considération au quotidien. Et ça remet un peu l'église au milieu du village. Tu te dis, tous les problèmes qu'on se trouve au quotidien, qui sont réels souvent, où chacun a sa sensibilité face aux choses de la vie. Moi, je sais que quand, je te l'ai dit, mon papa est parti de ça, nous, on a eu 1 mois et demi pour comprendre de l'arrivée à l'hôpital à la fin, et à la fin d'autres choses. Moi, je ne suis pas croyante, mais je reçois des signes de lui, donc je ne peux que recevoir, honnêtement, et ça me fait du bien. Et franchement, je pense que la seule chose que je garderai belle de cet instant qui est terrible, c'est qu'on était tous ensemble et que je le voyais très heureux qu'on soit tous ensemble. Oui. Et je crois que quand il voyait ma sœur et moi main dans la main, il s'est dit OK. En fait, il nous a attendus le dernier jour et il s'est dit OK. Il s'est dit c'est bon, je peux y aller. Elles sont toutes les deux, elles sont fortes. Oui. Et d'ailleurs, je lui ai dit tu peux y aller, on va tous bien. Et il s'est laissé partir. Parce que je crois que toi, ce que tu as à la différence, c'est que tu es dans la vie. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans la maladie et à un moment, ils sont fatigués aussi de cette maladie. Et déjà, dans leur quotidien, ils avaient une fatigue de vie. Mais ça, je l'entends très bien et je le comprends très bien. Et tu sais, il y a eu 2-3 moments où j'ai eu la chance, encore une fois, de survoler ça avec un moral incroyable dont je tire aucune fierté. Je n'y suis pour rien. Tu vois, moi, je pense que tu peux être fier. Attends, c'est quelque chose, c'est un combat. Oui, mais ça s'est fait comme ça. Je veux dire, quand on m'a annoncé ça, je pensais que j'allais m'effondrer, et puis non, je me suis pas effondré, et je me suis dit, ça va bien se passer, mais j'y suis pour rien. C'est mon cerveau qui a réagi comme ça, mon corps qui a bien réagi au traitement. Je peux pas en tirer de la fierté. Mais ton corps, c'est toi. Oui, bien sûr, mais... mais par contre, je ne dis pas que des personnes qui sont parties, c'est parce qu'elles n'ont pas assez lutté. Voilà. Ça, je trouve ça terrible, extrêmement culpabilisant. Je veux dire, il y a quand même un hasard qui nous tombe sur la tronche qui est dégueulasse et injuste. Je suis complètement d'accord. Et c'est justement ça que je voulais te dire, c'est qu'il y a eu 2-3 moments quand même, et notamment après l'opération, parce que c'est une opération dont les suites sont très douloureuses, il faut le dire quand même. Bon, faut pas trop le dire, parce qu'il vaut mieux se faire opérer que rester, mais... les médecins te préviennent, mais ils ont beau te dire les suites sont douloureuses. C'est vraiment très douloureux. Là, tu as mal, par exemple ? Là, ça va beaucoup mieux, mais j'ai un peu dégusté quelques jours quand même. Et il y a des moments, effectivement, en pleine nuit, t'es rentré chez toi parce que ils t'ont dit tout va bien. Il est 3h du mat, tu dors pas et tu souffres beaucoup et t'as pris de la dose de médicaments maximale que tu pouvais prendre. Et tu te dis... si ça doit être ça, en fait, pas sûr d'avoir envie que ça dure, quoi. Tu comprends à ce moment-là, et tout ce débat sur la fin de vie, etc., tu comprends qu'on puisse dire les amis, laissez-moi partir tranquille, c'est trop dur, c'est trop dur. Et là encore, je ne veux pas du tout me faire plaindre, parce que ce que j'ai subi par rapport à ce que subissent certains, c'était rien. Mais oui, il y a eu 2-3 moments où j'avais un peu... surtout que t'es en pleine nuit, forcément la nuit c'est plus difficile, c'est plus angoissant, et tu te dis... moi, j'ai pas envie, ma vie, si ça doit être ça, d'en baver comme ça, et de pas être... Et le moindre mouvement devient une torture, et puis t'es pas autonome, etc. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Bon, bref. T'en es pas là, hein ? Non, mais ça, ça va super bien. Mais t'as pu avoir, ça j'ai bien que tu le dises, des moments de doute. Ces moments j'ai eu 2-3 moments, sur 6 mois, c'est pas beaucoup, mais j'ai eu 2-3 moments de doute, et où tu comprends très très bien, tu touches du doigt ce que c'est un jour te dire, je pense que tu le disais pour ton papa, je pense que c'est le moment pour moi de partir, et j'ai pas envie de lutter plus. Voilà, je vois que vous êtes là, vous allez bien. J'ai fait mon temps, et je vous dis au revoir avec le sourire, et voilà. Donc, et c'est aussi des leçons de sagesse,
et de vie. Hein, moi, ça me paraît. C'est vrai que tout me paraît fou dans son départ, ou quand des gens me parlent, par exemple, où il y a un décès, et ça fait. Le décès était il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, où on me dit, mais tu sais, moi, ça va beaucoup mieux, ça va aller. Je ne peux pas encore y croire, parce que pour moi, c'est irréel. J'ai même pris conscience de la mort en général, de ma propre mort un jour, de la fin, qui a un début et une fin. C'est vrai que quand on est tellement dans la vie en train de la bouffer. Et qu'on est jeune. Oui. Oui. Mais alors, et pour vous dire sur ma femme, comment on transforme une ex... Bah oui, parce que ça, c'est fascinant quand même. Bah, là aussi, j'ai de la chance, mais tu sais, moi, je crois que je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance dans sa vie, et j'y suis pas forcément pour beaucoup. Peut-être que j'ai été suffisamment un bon compagnon à ses côtés pendant plein d'années et encore aujourd'hui pour mériter tout ce qu'elle me donne. Mais j'ai eu une femme et aujourd'hui une ex-femme qui a des qualités rares, qui est un rayon de soleil, qui est ma petite fée, qui est ma bonne étoile. Mais t'es plus amoureux? C'est ta famille? Non, je pense qu'on est resté 25 ans ensemble, c'est pas rien non plus. Je pense que sur les dernières années, il y avait toujours de l'amour, il y avait des projets différents. Et à un moment, quand les projets et les envies sont différentes, je pense que il y a deux façons de voir les choses, et les deux sont respectables. Il y a ceux qui disent, c'est plus important de faire durer le couple, le noyau familial, et on renonce. De toute façon, le couple, c'est aussi beaucoup de compromis et de renoncements, bien sûr. Oui. Mais c'est beau comme ça. Et donc, il y a ceux qui disent, je fais passer le couple en premier, et il y a ceux qui disent, je veux pas me trahir, et je veux pas... il y a 2-3 choses auxquelles je veux pas renoncer, parce que ça fait partie de mon projet de vie. Et même si ça doit faire du mal, et même si ça doit briser des choses, et y compris à te faire du mal à toi-même, voilà. Moi, j'ai fait partie de cette deuxième catégorie, considérer que nos projets de vie divergeaient, même s'il y avait toujours beaucoup d'amour, une affection extraordinaire, une estime qui ne s'est jamais démentie d'une seconde. Et c'est là-dessus qu'on a reconstruit, au-delà du fait d'avoir en plus 2 enfants, parce que les 2 aînés ne sont pas d'elle, mais elle les a co-élevés, elle les a connus tout petits. Mais au-delà d'avoir effectivement ces enfants en commun, je pense qu'on a bâti cette relation d'aujourd'hui sur aussi ces 25 années d'amour et de voilà. Mais aujourd'hui, s'il fallait lui donner un rein, je me poserais même pas la question, et je pense que l'inverse serait vrai. Et première personne que j'ai appelée quand on m'a dit que j'avais un cancer, c'est ni mon fils aîné, ni ma mère, c'est mon ex-femme. C'est beau. Mais alors du coup, cette relation, ça laisse la place à une future? Oh, ça laisse la place. T'as envie? C'est pas ma priorité du moment. Non, mais écoute, c'est la première fois depuis 18 mois, parce que après mon divorce, j'ai eu une relation avec une femme qui a duré pendant 4 ans. Ah oui. Et nous sommes séparés il y a 18 mois. Ça fait 18 mois que je suis célibataire, et c'est la première fois de ma vie quasiment, parce que je suis en couple, depuis que j'ai 23 ans, tu vois, je n'ai fait qu'enchaîner les histoires, et souvent des longues histoires. Première femme avec qui je suis resté presque une dizaine d'années, Adra, avec qui je suis, et qui est toujours aussi une excellente amie, et avec qui on a fêté mon anniversaire tous ensemble, tu vois, c'est la tribu. Adra, avec qui je suis resté 25 ans, et tout d'un coup, je me retrouve célibataire. Ouais. Et en fait, ça a aussi son charme. Pas du tout pour faire de la consommation de rencontres ou de... voilà. Mais juste pour finalement te recentrer sur d'autres priorités. Et donc, c'est pas du tout... aujourd'hui, je suis pas du tout dans la recherche de me remettre en couple. Et j'ai tellement de gens qui me remplissent, que ce soit mes amis, que ce soit mon amie Lorraine, pour qui j'essaie d'être le plus présent possible, ma famille, bien etc., sûr. Que ça comble complètement... bah oui, t'as beaucoup d'enfants, voilà. Alors ça demande du temps. J'ai aucun vide affectif, voilà. On arrive à la fin de l'épisode. Ça va trop vite. Ouais, ça va trop vite. J'aimerais juste
te demander où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc, il y a Facebook, Instagram, pour suivre un peu les actus, tes idées, voilà. Mais moi, je trouve ça génial de te suivre parce que on sait... Enfin, t'es là, t'es présent sur les plateformes. D'ailleurs, t'es bien sur les réseaux sociaux. Je m'y suis mis un peu sur le tard. En fait, je vais te dire, la vérité, c'est que je m'y suis vraiment remis pour pouvoir parler de Charcot et la SLA. Ouais. Et du coup, étant présent sur les réseaux sociaux, je ne vais pas passer non plus mes journées à parler que de ça. Et voilà. Donc oui, je suis assez présent. Où est-ce qu'on peut me retrouver ? En ce moment, au niveau audiovisuel, comme tu le sais très bien, dans quelques jours, C8 va cesser d'émettre. Donc notre émission s'est arrêtée. On sera en septembre avec Laurent Fontaine et Rebecca dans Y a que la vérité qui compte, sur une autre chaîne, mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour dire laquelle. Mais l'émission va continuer. J'ai la chance, si tu veux bien me laisser en dire un mot, et je suis extrêmement heureux de pouvoir sortir ce livre, de sortir ce petit traité du silence à l'usage des gens bruyants chez Trédaliel, qui sort en début avril. C'est très important ce que tu dis, parce que justement, ça on n'a pas eu le temps d'en parler, mais bon, on a exploré plein d'aspects de ta vie et de ta personnalité et de ton intimité, parce que tu dis tout, toi. Et on est dans Donne-moi tout, hein, c'est l'idée. Tu parles de la médecine alternative, donc tu t'es soignée, t'es allée à l'hôpital, t'as fait tes rendez-vous, etc. pour le cancer que tu as eu. En revanche, tu parles aussi du yoga, de la méditation. Oui. C'est très important, ça. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que les médecins eux-mêmes te disent le moral, au sens, avec tout ce qu'on met derrière, c'est 50% de la guérison. Et ça passe aussi, effectivement, par le fait de savoir se retrouver un peu, à savoir aller chercher les forces en soi qu'on oublie souvent. Et donc, oui, j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps. Alors, je suis pas du tout parti dans l'ésotérisme, etc. Mais moi, je suis... tu disais, t'es pas croyante, mais tu penses qu'il y a des choses qui existent. Voilà, moi, je suis comme le disait mon maître Descartes, quelqu'un qui doute, mais quelqu'un qui doute par définition ne rejette rien a priori. Oui. Donc, effectivement... il reçoit. Voilà, il reçoit, il s'interroge, il est curieux. Et donc, effectivement, le yoga, je me suis mis à le pratiquer sur le tard, mais j'en retire énormément de bénéfices. J'ai des gens qui m'ont, tu sais, ce qu'on appelle les barreurs de feu, etc. Bien sûr. Qui m'ont aidé sans doute à supporter mieux les traitements de chimiothérapie, etc. Je sais pas comment ça marche, et peu importe. Tu l'as essayé. Mais oui, voilà, pourquoi pas. Et voilà, sans être crédule. Et si on m'avait demandé des fortunes pour ça, j'aurais évidemment été méfiant. Mais quand c'est des gens qui te disent tu ne me donnes rien et que j'ai ce don et je t'en fais profiter, pourquoi ne pas y aller ? Ça peut pas faire de mal. Tu sais que Donne-moi tout, les initiales, c'est DMT. Et je l'ai découvert après. Quand j'ai trouvé le titre Donne-moi tout, je trouvais que ça collait avec ce que je voulais recevoir de mes invités. Et DMT, je me dis, mais attends, ça me fait penser à quelque chose. Et en fait, c'est une molécule qui est dans une plante, je sais pas si tu en as entendu parler, qui peut être consommée, vue comme une drogue. Hein, donc c'est pour ça que je reste quand même très vigilante. Un peu comme l'ayahuasca. Tu sais, ces gens qui font des voyages spirituels avec ces plantes et tout ça. Généralement, c'est très entouré. Hein, tu fais ça dans des endroits très particuliers. Et la DMT, elle te permet d'aller voir l'âme. Des gens racontent leur propre mort. Ils vivent leur propre mort, ou alors ce qu'il y a derrière. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de se dire, dans ton âme, toi, Pascal, de ta vie, jusqu'à maintenant, tu as trouvé le plus beau. Je pense que c'est... c'est difficile d'en choisir une, mais enfin, si je dois en choisir une, c'est la relation à l'autre. Enfin, je veux dire, et c'est de découvrir les autres, c'est de passer du temps avec c'est très bien d'être seul. Moi, j'adore être seul. J'adore regarder mon bassin d'Arcachon, l'océan Atlantique. Je pourrais passer des heures à pas bouger. Je suis un contemplatif. À la pointe du Ferré. Qu'est-ce qui est plus beau que les moments partagés ? Voilà. Donc, c'est le partage. Pour moi, l'essence même de la vie, c'est le partage. Tu fais un métier et on fait le même, où on a la chance de rencontrer des gens tellement différents, dont on s'enrichit chaque jour. Il y a un moment comme ça ? Il
Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui te vient à l'esprit, que tu as passé, où tu t'es dit, tu sais, ces moments d'arrêt sur image, de vie, où tu te dis, waouh, je vis un truc hyper intense, mais simple, mais intense. Il y a plein de petits moments que je vis depuis quelque temps, notamment, où effectivement, les choses sont, comme je le dis, je suis pas sûr de pouvoir ajouter des jours à la vie. Et il y a à contrario, un moment... mon père est parti aussi, comme le tien. J'étais fâché avec lui depuis 6 ans et je lui avais pas parlé depuis 6 ans. Et, ça, c'était quand ? C'était il y a fort longtemps maintenant, c'était en 1999, donc tu vois, il y a 25 ans bientôt. Et vous étiez fâché ? Et on était fâché depuis 6 ans, on s'était plus adressé à parole depuis 6 ans, et je n'ouvrais plus ces lettres depuis. Il y avait des bonnes raisons pour ça, mais je te parlais de partage. Voilà, ça restera un regret éternel de ne pas avoir pu lui reparler, de ne pas avoir pu vivre ce que toi tu as eu là, entre guillemets, chance de vivre quand même, c'est-à-dire de pouvoir encore parler à ton père avant qu'il ne s'en aille définitivement. Et cette lettre, la dernière lettre qu'il m'a envoyée quelques jours avant son décès, j'ai jamais pu l'ouvrir. Elle est encore cachetée dans un tiroir chez moi. J'ai pas le courage de l'ouvrir parce que voilà, ça restera, si tu veux. Je ne culpabilise pas parce que j'étais pas le responsable. Enfin, c'est toujours, il y a jamais un fautif et un. C'est la faute des deux. Mais j'étais pas le seul responsable, loin s'en faut, de cette brouille. Donc c'est pas de la culpabilité, mais c'est un énorme regret parce que et plus ça va, et c'est assez récent, plus je lui parle, tu vois. Moi, il me répond pas, mais bon. Plus je lui parle aujourd'hui, puisque j'ai pas pu lui parler, ça a mis du temps à venir, mais plus je vieillis et plus je me rends compte de la relativité de certaines choses. Voilà. Donc ce partage que j'ai pas eu, voilà, à l'inverse, tu vois, il y a le partage que j'ai eu avec certains et dont Lorraine ces derniers temps, qui est un exemple de courage et qui est vraiment un modèle pour moi tous les jours. Et le non-partage avec mon père dont j'aurais aimé qu'il puisse... Bien sûr. Il faut l'ouvrir un jour, cette lettre. Certainement. Mon ex-femme l'a lu. Elle m'a dit, tu peux la lire, mais j'ai jamais eu le courage. Elle t'a pas dit ce qu'il y avait dedans? Non. Elle m'a dit, lis-la, mais j'ai jamais eu ce courage. Mais peut-être que ça viendra, il est encore temps. Il faut. Il faut absolument. J'ai envie de la lire, là, tu vois. Ça, je suis pas sûr que je la ferai lire à d'autres. Je comprends, bien sûr. Merci, Pascal. De rien, sais pas quoi dire à part merci, parce que tu m'as livré énormément de choses. Certains seront d'accord avec toi sur certains propos, d'autres ne le seront pas, d'autres seront touchés. Je vois pas comment on peut être le contraire. J'ai envie de te dire, continue tous tes combats, mais encore avec cette douceur et cette joie qui t'anime depuis des années et qui anime les gens, parce que les gens te suivent. Hein. Oui, mais écoute, c'est vrai que plus les jours passent, et plus je suis heureux, en fait. Et c'est plutôt bien. Oui, c'est plutôt sympa. Pourvu que ça dure. À bientôt, Pascal. Et merci de ton invitation. Merci d'avoir suivi cet épisode de Donne-moi tout avec Pascal Bataille. Si vous avez été ému, si vous avez aimé, si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser sur YouTube, sur Spotify. Ça y est, il y a des commentaires sur Spotify. Vous pouvez laisser évidemment des commentaires sur Apple Podcasts ou alors sur les plateformes d'écoute ou alors les médias sociaux, plus clairement Instagram et TikTok, où je mettrai des séquences de cette interview. Merci, à bientôt.